Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Ce soir, pour ouvrir le journal, le Mali, Washington a décidé aujourd'hui de renouveler pour encore une année le décret présidentiel du 26 juillet 2019 qui déclare une urgence nationale face à la menace que constitue la situation au Mali pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Pendant ce temps, 5 chefs d'État ouest-africains sont arrivés à Bamako aujourd'hui pour tenter de dénouer la crise sociopolitique qui secoue le Mali depuis juin dernier. Objectif de ce mini-sommet, réconcilier le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et une opposition qui réclame son départ. Salwa Jafari pour les détails. Jeudi 23 juillet, aéroport international Modibo Keïta Sénou, un balai de présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest foule le sol malien. Après la mission de l'envoyé spécial Goodluck Jonathan, le président en exercice Issoufou Mohamedou est à Bamako pour mettre d'accord le M5 RFP qui avait rejeté les propositions de la CEDEAO et le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, nous sommes là juste pour une seule et unique raison, c'est de demander à ces chefs d'État d'accompagner vraiment les actions gouvernementales afin que Soumaïla Cissé puisse rentrer à la maison pour fêter la fête avec sa famille, avec ses amis. Ça fait déjà 4 mois et 4 mois c'est trop. Pour la médiation, une solution consensuelle devrait être trouvée à l'issue de cette 3e médiation. Nous voulons vraiment travailler pour le développement de notre pays. Et parmi nous, il y a des femmes victimes, il y a des femmes déplacées qui se trouvent traumatisées. Chaque fois qu'il y a un mouvement dans la vie, elles se sentent vraiment, elles pensent que ça reprend. Arrivé à Bamako à 11h GMT, les chefs rencontrent en ce moment même le président Ibeka. Puis ce sera au tour du mouvement du 5 juin. Le communiqué final interviendra tard dans la nuit. Ailleurs, dans la région Côte d'Ivoire, climat politique tendu avant la présidentielle d'octobre. Le PDCI, grand parti de l'opposition du pays, réclame un report du scrutin afin d'entamer des pourparlers en vue de créer ce qu'il appelle une commission électorale crédible. Blanche Sanou pour les détails. Pour la présidentielle d'octobre, le PDCI, poids lourd de l'opposition en Côte d'Ivoire, espère un report du scrutin afin d'ouvrir des négociations. Pour la paix, la stabilité, la crédibilité du processus électoral, si nous devons repousser légèrement la date, nous n'y verrons pas d'inconvénient. L'essentiel est que nous garantissions un processus crédible. Je pense que c'est un petit sacrifice pour la stabilité d'un pays. La Cour africaine des droits de l'homme, saisie par l'opposition ivoirienne, a jugé il y a une semaine que les commissions électorales locales en Côte d'Ivoire étaient déséquilibrées en faveur du parti au pouvoir qui en préside une large majorité. Il faut que le pouvoir en place accepte de voir l'évidence. Et l'évidence, c'est que avec cette commission électorale dite indépendante et qui ne l'est pas, nous n'aurons pas d'élection crédible. Ce que le gouvernement ivoirien refute, estimant que la commission électorale est équilibrée et indépendante. Amadou Gon Coulibaly, qui était le candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle d'octobre, est mort d'une crise cardiaque à l'issue d'un conseil des ministres. Sa mort brusque bouleverse le jeu politique ivoirien à 3 mois et demi du scrutin. Des personnalités du RHDP ont lancé un appel à la candidature du président Alassane Ouattara à sa propre succession pour un 3e mandat après la disparition de son dauphin. Entre-temps, au FPI, les cadres du parti souhaitent que Laurent Gbagbo, qui a été acquitté de crimes de guerre par la Cour pénale internationale, se présente à la présidentielle. Mais rien n'est clair de ce côté. Selon un sondage récent, beaucoup d'Ivoiriens craignent que ces élections ne donnent lieu à plus de violence dans le pays.
En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 nient ce jeudi toute responsabilité dans l'attaque d'une position de l'armée congolaise hier. Des ONG rapportent que des combats ont opposé l'armée et des éléments de ce groupe armé qui n'avaient pas fait parler de lui depuis 3 ans. Les combats à l'arme lourde et légère ont eu lieu dans le territoire du Rutshuru, à la lisière du parc national des Virunga. D'après la société civile du Nord Kivu, les chercheurs du baromètre sécuritaire du Kivu font état d'au moins 3 soldats tués et 1 blessé. Le M23 ou le mouvement du 23 mars est la dernière grande rébellion à dominante Tutsi soutenue par le Rwanda et l'Ouganda dans l'est de la RD Congo. Il avait été défait en novembre 2013 par l'armée congolaise appuyée par les casques bleus de l'ONU après 18 mois de guérilla au Nord Kivu. Toujours en RD Congo, des centaines de personnes ont marché à Bukavu et Goma aujourd'hui en faveur de Vital Kamerhe, homme fort de la vie politique congolaise, à la veille de son procès en appel. Ancien président de l'Assemblée nationale, également principal allié et directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds le 20 juin dernier lors d'un procès sans précédent. Reportage de notre correspondant au Sud Kivu, Ernest Mouero. C'est une foule déterminée venant des 4 coins de Bukavu et des territoires avoisinants qui a déferlé sur l'artère principale de Bukavu pour crier haut sa désapprobation face à la condamnation récente de leur leader Vital Kamerhe. Du député national aux citoyens sans emploi, chacun a choisi la rue pour dire non au premier jugement. La marche pacifique est partie du siège provincial de l'UNC avec comme point de chute le gouvernorat des provinces où les députés et cadres de l'UNC ont remis leur mémorandum au gouverneur de province adressé au chef de l'État. Nous avons marché pour demander à ce que le procès soit équitable. Nous avons dénoncé qu'on a été dans un procès qui n'était soutenu par aucune pièce, raison pour laquelle il fallait absolument que nous puissions faire entendre notre voix aujourd'hui et que les juges d'appel puissent réexaminer la question. Vous avez donc constaté que toute la population de Bukavu dit non à ce premier jugement qui a été rendu parce qu'il ne reflète pas la vérité. Sur les calicots, pancartes et autres supports, on pouvait lire « Libérer Vital Kamerhe, non à la politisation de la justice congolaise à l'approche de 2023 ». Nous les femmes du Sud Kivu, nous avons marché justement pour compatir avec notre grand leader, le pacificateur. J'ai la foi que leader sera libéré parce que partant de la manière dont il s'est exprimé lors de son procès, il a bien parlé. Nous avons passé un message au président de la République qui est le premier garant de la nation. Il doit s'y impliquer. Nous demandons la liberté sans condition de l'honorable Vital Kamerhe. Avoir la mobilisation et l'état d'esprit des marcheurs, décidément cette frange de la population a attendu la levée de l'état d'urgence lié au Covid-19 pour exprimer sa déception et sa révolte difficilement contenue à la suite du procès de la condamnation de M. Kamerhe à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics. Et maintenant, le point sur le coronavirus en Afrique. Le Burkina Faso va rouvrir ses frontières aériennes le 1er août prochain, après 3 mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19, en attendant la réouverture des frontières terrestres, en harmonisation avec les autres pays d'Afrique de l'Ouest, a annoncé ce mercredi le gouvernement. Les autres frontières terrestres et ferroviaires restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Ailleurs, au Soudan, le gouvernement va dévaluer sa monnaie et supprimer graduellement les subventions sur l'essence et le diesel en raison de l'énorme déficit du budget causé par l'arrêt de l'activité économique due à la pandémie. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a toutefois indiqué hier qu'il comptait maintenir les subventions pour les médicaments, l'électricité, le pain et le gaz de cuisine. En revanche, situation très inquiétante en Afrique du Sud, où le nouveau coronavirus continue de faire des ravages.
C'est d'ailleurs le pays le plus touché du continent. Il figure parmi les 5 premiers au monde. Le pays compte maintenant près de 395 000 cas confirmés et le nombre de morts approche les 6 000. Mais on craint que les décès liés à la maladie soient en fait beaucoup plus élevés. Le récit d'Abdourahmane Dia. Les autorités sanitaires annoncent des chiffres alarmants. Selon elles, au cours des dernières semaines, il y a une hausse de 59% pour ce qui est des décès naturels. Le Conseil sud-africain de la recherche médicale a publié ce mercredi un rapport révélant un énorme écart entre les décès confirmés par le Covid-19 et le nombre de décès naturels en excès. Et ce conseil, financé par le gouvernement sud-africain, de conclure que les services de santé sont réorientés pour soutenir cette crise sanitaire provoquée par le Covid-19, laissant peu de moyens au traitement d'autres maladies telles que la tuberculose, le HIV et les maladies non transmissibles. Donc, selon cette agence, ces décès pourraient être directement ou indirectement liés au nouveau coronavirus. Pendant ce temps, les hôpitaux et les maisons funéraires sont débordés et les familles ont du mal à s'adapter au protocole d'inhumation. Avant, nous avions une semaine entière de préparatifs et on avait le temps d'appeler les membres de la famille. Mais maintenant, les choses sont différentes. Vous ne pouvez même pas vous approcher du cercueil pour le voir descendre. Donc, c'est un bordel ce truc. C'est juste un énorme désordre. Ce mercredi, le ministère sud-africain de la Santé a annoncé un nouveau chiffre record, 572 décès dus au Covid-19 en une seule journée. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump veut envoyer des agents fédéraux à Chicago et dans d'autres villes américaines dirigées par des maires démocrates pour faire face à ce qu'il appelle le crime et l'anarchie totalement hors de contrôle. Cet effort du locataire de la Maison-Blanche est conforme à son discours de campagne selon lequel le pays est dans le chaos et a besoin d'un candidat qui va rétablir l'ordre public. Patsy Vidakusrawa, correspondante à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma. Les manifestations de Black Lives Matter se poursuivent aux États-Unis depuis la mort de George Floyd au mois de mai lors de son arrestation par des policiers blancs à Minneapolis. La plupart de ces manifs sont pacifiques, mais certaines sont marquées par des pillages et autres actes de vandalisme. Le président Donald Trump sévit avec une campagne de police fédérale appelée Opération Légende. Cette effusion de sang doit prendre fin. Cette effusion de sang prendra fin. Aujourd'hui, j'annonce une vague de forces fédérales dans les communautés en proie à des crimes violents. M. Trump envoie des centaines d'agents fédéraux à Chicago, Albuquerque et dans d'autres villes qui, selon lui, ont besoin d'aide pour arrêter le crime. Dans le passé, les responsables locaux ont demandé l'aide fédérale pour apaiser les troubles, mais les maires de 15 villes, dont Chicago, ont condamné cette semaine ce qu'ils appellent les déploiements unilatéraux de l'administration Trump. Des agents en cagoule se déplaçant dans des camionnettes, enlevant les gens de la rue, les privant de leurs droits constitutionnels. Ce n'est pas à quoi ressemble une démocratie et nous n'allons pas avoir cela dans la ville de Chicago. M. Trump a envoyé des agents fédéraux à Portland et à Seattle, mais ils n'ont pas calmé les tensions. Envoyer des agents pour aller arrêter un groupe de personnes peut vous donner un moment de répit, mais cela ne vous apportera pas une paix durable. L'envoi de la police fédérale est déjà contesté devant les tribunaux, mais cela peut aussi offrir un gain politique. Biden s'oppose au retrait du financement de la police. Il se dit en faveur du conditionnement de l'aide fédérale à la police. La campagne de Trump pousse le récit montrant un pays dans le chaos et qui a besoin d'un candidat pour restaurer la loi et l'ordre. Les candidats aux élections utiliseront souvent les conflits, des choses comme les conflits raciaux ou les émeutes interethniques, pour susciter le soutien de leur camp. Et nous avons déjà vu quelque chose comme ça, où la campagne Trump utilise des images de manifestations dans des endroits comme Portland dans leur publicité de campagne. Malgré toute la rhétorique sur l'augmentation des crimes violents aux États-Unis, les données du FBI, la police fédérale, montrent que dans beaucoup de grandes villes américaines, il y a moins de criminalité aujourd'hui qu'il y a quelques décennies.
Un mot sur le Brexit. La perspective d'un accord rapide s'évanouit. Londres et Bruxelles se sont quittés aujourd'hui sur un nouveau constat d'échec. Aujourd'hui, après 3 jours de pourparlers dans la capitale britannique, faute d'avancer sur les principales pommes de discorde. Depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier, après 47 ans, les 2 parties ont engagé d'intenses négociations pour définir le cadre de leurs nouvelles relations et nouer un accord de libre-échange à l'issue de la période de transition qui se termine le 31 décembre prochain. Le négociateur européen Michel Barnier a jugé ce jeudi peu probable en l'état de trouver un accord. Les discussions doivent se poursuivre la semaine prochaine. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, nous revenons dans quelques petits instants. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un journal télévisé que vous propose VOA Afrique. Une épidémie de choléra à Londji Plage, un village de pêcheurs nigérians situé dans le sud du Cameroun. 800 personnes résident dans ce village dans des conditions sanitaires qui laissent parfois à désirer. Et d'après les autorités, c'est la principale cause d'une quarantaine de cas de choléra déclarés là-bas, dont 4 décès. Notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Juntap, s'est rendu sur place. Son reportage. La communauté des pêcheurs nigérians de Londji Plage est sous la défensive. Elle bat en brèche la question de l'insalubrité comme cause des nouveaux cas de choléra. Le chef de cette communauté nous conduit à l'embouchure du fleuve pour une petite démonstration. Devant vous, si je jette quelque chose, maintenant vous allez voir comment ça va circuler. Ça va sortir par la mer. Ce n'est pas stable, c'est là en train de partir. Quand il pleut, la personne qui n'a pas de moyens est obligée de prendre son bidon de 5 litres, il verse, c'est bon. Il commence à boire, il a les amis. Pourtant, à Londji Plage, les toilettes sont de fortune, ou sur pilotis et en dessous, l'unique fleuve du village. Sur sa rive, des pirogues et des ordures ménagères. Des images décryptées par cet épidémiologiste. Le fait de déféquer et de jeter dans un fleuve ne serait pas un problème pour la propagation du choléra. C'est à tort de le dire. Autour du village, vraiment, le niveau d'assainissement n'est pas vraiment cela. Donc, ces facteurs mis ensemble justifieraient la présence du choléra dans ce village. De sources officielles, 4 pêcheurs sont morts ici début juillet. Les pêcheurs évoquent plutôt 2 cas qui n'ont pu être traités au centre de santé de Londji. Il faut que le gouvernement aussi descende au terrain. Il voit la situation, il voit quelle méthode il doit prendre pour nous sauver de cette maladie. Les autorités envisagent de délocaliser ce village de pêcheurs car la nappe d'eau est à moins de mètres. Impossible dès lors d'y construire des forages ou creuser des toilettes modernes. La vie suit son cours normal ici au village Londji Plage qui enregistre pour la 2e fois une épidémie de choléra. La première avait fait une 15aine de morts en 1998. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Londji. Toujours au chapitre santé, bien comme tous les jeudis, nous retrouvons Mohamedou Oumfa pour la chronique habituelle. Il nous parle aujourd'hui de l'immunité chez les personnes ayant contracté la maladie Covid-19. Alors que la recherche d'un vaccin efficace contre le Covid-19 se poursuit et quelques candidats suscitent déjà de l'espoir, car en phase terminale, la question de l'immunité post-Covid a plus que jamais du sens. En fait, 2 questions essentielles se posent. Après la guérison, l'organisme est-il mieux préparé à affronter le nouveau coronavirus lors d'une autre attaque? En outre, combien de temps durerait cette immunité? La pertinence de ces questions réside dans le fait que la plupart des vaccins en préparation
vise à introduire des coronavirus moins ou non nocifs dans l'organisme afin de provoquer une réaction immunitaire et préparer le corps humain à affronter le vrai coronavirus. Signalons d'abord que des cas de réinfection ont été signalés, même si, en l'état actuel, les informations disponibles, l'on ne sait pas quelle est la proportion des cas de réinfection. Il est tout aussi possible que les cas de réinfection concernent les personnes au système immunitaire déprimé. En tout cas, on peut mettre en doute l'hypothèse d'une immunité de très longue durée. Selon une étude du King's College de Londres, l'immunité basée sur les anticorps acquise après avoir guéri du Covid-19 disparaîtrait la plupart du temps en quelques mois. Les chercheurs qui ont étudié la réponse immunitaire de plus de 90 cas confirmés ont constaté que seuls 16% des sujets avaient encore des forts niveaux d'anticorps neutralisants 65 jours après le début des symptômes. Précisons toutefois que l'immunité ne repose pas que sur les anticorps, l'organisme produisant également des cellules immunitaires B et T qui jouent un rôle dans la défense. À cet effet, un autre candidat vaccin, celui proposé par l'Université d'Oxford, provoque une réaction dans les lymphocytes T. Seule certitude donc pour l'instant, la pandémie et les études ayant duré moins d'1 an, on ne sait pas encore si la réponse immunitaire dure au-delà de quelques mois. Dernière observation que je voudrais faire, le fait que l'immunité peut varier d'une personne à une autre, d'un groupe social à un autre. Écoutons à cet effet Teresa Lamb, chercheuse à l'Université d'Oxford. Nous aimerions examiner la réponse immunitaire post-vaccination chez les personnes âgées et voir si elle est similaire à ce que nous voyons chez les 18 à 55 ans. Nous avons aussi besoin de savoir si le vaccin induit le même niveau de réponse immunitaire à travers le monde dans différentes populations. La question de l'immunité relative au Covid-19 reste donc un champ de recherche à explorer pour les scientifiques. Elle est liée, sinon préalable, au vaccin qui mobilise des milliers de chercheurs à travers le monde. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique santé. Voyons maintenant les effets du coronavirus sur la santé des mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents. En raison de la pandémie, les soins prodigués à ces différentes tranches ont été affectés partout dans le monde. John Linden. En pleine nuit à Nairobi, une femme enceinte est en travail. Une ambulance mise en place par des agents de santé l'amène à l'hôpital. Lorsque le gouvernement a imposé un couvre-feu pour contenir la pandémie de coronavirus, les médecins ont remarqué une augmentation des décès de femmes accouchant seules à la maison. Alors, ils sont passés à l'action pour sauver la vie de ces femmes. Les cas liés à la maternité ont augmenté. En moyenne, nous avons 2 appels par nuit. Ce qui se passe à Nairobi se produit dans le monde entier, même dans les pays développés. Un rapport des Nations Unies montre que les femmes, les enfants de moins de 5 ans et les adolescents se voient privés de soins de santé au profit de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Et les conséquences sont dévastatrices. Initial estimates are projecting that we're going to see major impact on under 5. Les premières estimations projettent un impact majeur sur le taux de mortalité des moins de 5 ans, le taux de mortalité des nouveau-nés, la mortalité maternelle. Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition, d'enfants exposés aux abus et à la violence, à une perte critique d'accès à la santé des femmes, etc. Donc les estimations sont assez désastreuses. Ce rapport estime que près de 400 millions d'enfants souffrent de la faim parce qu'il manque de repas dans des écoles fermées. 13 millions d'enfants sont privés de vaccins. Certains parents ont peur de faire vacciner leurs enfants et certains pays manquent de vaccins. Le rapport constate également que les femmes et les filles dans le monde connaissent des taux de maltraitance plus élevés, une augmentation de grossesse, un accès moindre aux services de reproduction et parallèlement, davantage de mères meurent de complications de l'accouchement. Le docteur Ali Pui dit qu'un vaccin, une fois développé, mettra fin à la crise de Covid-19, mais les pays riches, dit-il, devront aider les pays pauvres à renforcer leur système de santé
car la pandémie laissera les pauvres encore plus démunis qu'auparavant. En cette période de pandémie, un habitant de Washington, la capitale américaine, a décidé de parcourir 350 km et rendre visite à sa grand-mère. À la fin de sa très longue course, le marathonien Corey Capelloni est arrivé devant la maison de retraite de sa mamie. Maxime Moskalkov a contacté l'athlète. Dididiko raconte. Le marathonien Corey Capelloni a un CV bien rempli. Il a conquis toutes sortes de marathons, y compris une course de 6 jours dans le désert du Sahara, considéré comme l'un des ultramarathons les plus difficiles au monde. Mais sa dernière course, un périple de 350 km de Washington DC à Scranton, en Pennsylvanie, semble la plus difficile. À la fin de cette course, Corey est arrivé chez Ruth, sa grand-mère. And she was becoming increasingly depressed and scared. Elle devenait de plus en plus déprimée et inquiète de ne pas pouvoir nous voir. Et elle n'avait aucun contact avec la famille. On se parle au téléphone, mais elle n'a aucun contact physique avec ses proches et ses amis. Au départ, j'ai décidé de commencer à lui envoyer de petits cadeaux chaque semaine. Je lui envoyais des livres de photographie et des boîtes de chocolat. L'idée de courir de Washington DC à Scranton, en Pennsylvanie, pour voir Ruth est venue à la petite amie de Corey, Suzanne Kamnar. C'était tout simplement incroyable de le voir appeler sa grand-mère tous les 2 jours et de voir l'effort qu'il faisait pour l'aider à garder le moral. J'ai trouvé ça très émouvant. Le couple a fait part de l'idée aux infirmiers de la maison de retraite de Ruth et s'est dit que cette course serait une excellente occasion de collecter des fonds pour l'établissement. Muni de Google Maps et de leur détermination, le duo a décidé que Suzanne accompagnerait Corey en le suivant en camping-car et qu'elle serait responsable de la logistique et de la documentation de la course. Mais quelques jours avant leur départ, la maison de retraite a contacté Corey pour l'informer que sa grand-mère a été contrôlée positive au Covid-19. En toute honnêteté, c'était vraiment le moins que je puisse faire car elle a toujours été là pour moi. Tout ce que j'ai accompli dans ma vie, je peux le lier à elle. Je veux aussi rendre hommage au personnel qui s'est occupé d'elle. Ils sont vraiment héroïques. À ce jour, Corey a déjà amassé plus de 25 000 $ et les dons continuent d'affluer. Les fonds seront utilisés pour procurer des smartphones et des tablettes aux personnes âgées afin qu'elles ne soient pas coupées de leurs proches pendant la pandémie. Et puis faire une collection pendant le confinement, relever du miracle. Mais Dior a organisé hier son premier défilé post-Covid en Italie, habillé de lumière pour donner de l'espoir aux artisans et artistes touchés par la crise. La collection Croisière a été lancée en novembre dernier, mais réalisée en grande partie pendant le confinement, dans des conditions inédites, mais sans invités. La maison a maintenu le défilé initialement prévu en mai dernier sur la Piazza del Duomo à Lecce, dans la région des Pouilles, terre chère à Maria Grazia Ciuri, créatrice des collections femmes de Dior. Elle dit que son équipe a travaillé sur le projet à distance avec le Zoom. Quand on a vu la collection, on s'est dit que c'est un miracle. Nous ne croyons pas y arriver un jour, ajoute-t-elle. Dans un pied de nez à la morosité ambiante, la collection brille et pétille. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était Jacques Aristide avec vous. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Très belle soirée à vous. Merci.
plugged in plastic